Donc, bienvenue au module 3 des formations sur les bases de données. Ce qu'on va faire aujourd'hui, en fait, c'est examiner ce qu'on appelle les ressources d'apprentissage. Donc, ça va inclure 5 différentes bases de données, c'est-à-dire Rosetta Stone, Career Cruising, Gale Business Plans Handbook, 19th Century Collections Online et Connexion Subvention. Donc, pour accéder à nos bases de données, comme on vous le dit à chaque fois, donc à peu près toutes les bases de données qu'on a sont accessibles à n'importe qui a une carte de bibliothèque des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick. Vous avez tout simplement à aller sur notre site web, à sélectionner l'onglet Collection et ensuite appuyer sur Bases de données en ligne. Les bases de données qu'on va voir aujourd'hui vont se trouver dans les sections ressources d'intérêt général ou ressources d'apprentissage. Donc, mais ils vont tous être sur la même page, là, mais ils vont être dans différentes sections. Et vous avez tout simplement à cliquer sur l'hyperlien bleu. La seule exception à ceci va être subvention connexion, puis on va y revenir. Donc, il faut l'accéder un peu différemment. Et on va voir ça un peu plus tard dans la présentation. Donc, la première base de données qu'on va regarder, c'est Rosetta Stone, qui est vraiment un outil d'enseignement interactif de base sur les langues. Donc, il va permettre d'apprendre une trentaine de langues différentes, avec certaines langues qui ont des cours beaucoup plus avancés que d'autres, comme l'anglais et le français, par exemple, vont avoir des cours plus avancés que certaines des autres langues qu'offre Rosetta Stone. Et ici, vous pouvez voir les langues qui sont proposées. Donc ça, c'est une liste des langues qu'on peut apprendre à travers de Rosetta Stone. Vous pouvez voir que, par exemple, le mandarin est là, l'arabe, le coréen, donc beaucoup de langues qui, en fait, peuvent aider les gens qui travaillent, par exemple, avec des communautés de nouveaux arrivants au Nouveau-Brunswick. Donc, ça peut être très utile pour le personnel aussi des bibliothèques. Et les leçons qui sont disponibles en anglais et en français sont quand même assez utiles de façon générale pour les employés de la fonction publique qui veulent approfondir leur connaissance d'une des deux langues officielles. Donc, c'est vraiment un bon outil pour nous aussi, donc pas seulement pour les usagers. Et là, il faut faire la distinction entre les langues qu'on peut apprendre à travers Rosetta Stone, des langues d'interface. C'est-à-dire que les leçons comme telles sont disponibles dans les langues que vous voyez à l'écran en ce moment, donc dans ces 9 langues-là. Et donc, ça veut dire qu'il faut au moins avoir une connaissance un peu d'une de ces langues-là pour vraiment faire l'utilisation de la base de données. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, surtout quand on en parle aux usagers qui souhaitent commencer à l'utiliser. Donc, pour utiliser Rosetta Stone, si vous utilisez un appareil mobile, donc un téléphone intelligent ou une tablette, quelque chose qui utilise des applications, vous pouvez tout simplement aller au magasin d'applications et chercher pour Rosetta Stone. Vous allez trouver quelque chose qui s'appelle Rosetta Stone apprentissage linguistique ou World Languages Rosetta Stone. Ce qui est important pour vous et ce qui est important de dire aux usagers, c'est qu'il ne faut pas, après ça, ouvrir l'application directement. Si vous ouvrez l'application directement après l'avoir téléchargée, Rosetta Stone ne saura pas que vous êtes un usager des bibliothèques et donc va penser que vous êtes un usager payant et va vous demander de payer pour le service. Donc, c'est juste quelque chose à garder en tête. C'est une question qui est quand même assez fréquente de la part des usagers aussi. Donc, si quelqu'un se demande pourquoi c'est un service payant, c'est probablement parce qu'ils ont essayé d'ouvrir l'application directement après l'avoir téléchargée. Au lieu, ce que vous devez faire, c'est vous rendre au site web des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick et à naviguer de collection à base de données électroniques jusqu'à la base de données Rosetta Stone. Et là, quand vous appuyez sur Rosetta Stone, vous verrez après ça la carte des bibliothèques publiques et on va vous demander d'entrer votre numéro. Et c'est de cette façon-là que vous devrez vous connecter à Rosetta Stone et à ça à chaque fois. Donc, vous ne pourrez jamais vraiment passer à travers de l'application comme telle. Et ça, c'est très important parce que c'est de cette façon-là que Rosetta Stone va vous reconnaître comme un utilisateur gratuit des bibliothèques publiques. Lorsque vous allez appuyer sur Rosetta Stone, vous allez voir une page comme celle qui est à l'écran en ce moment. Et là, on va vous demander d'entrer votre adresse courriel et de créer un mot de passe si vous n'en avez pas un. Et sinon, vous pourrez créer votre compte sur cette même page-là. Donc, vous pourrez choisir la langue d'apprentissage. Ça va se trouver là, juste en dessous du champ pour le mot de passe.
Et vous pouvez aussi choisir votre langue d'interface qui va se trouver en haut à droite, essentiellement. Ça va être l'anglais par défaut, mais vous pourrez aller choisir dans les 9 langues qu'on a vu tantôt. Et après ça, vous appuyez sur Connexion, tout simplement. Et là, vous allez voir une autre page qui ressemble à ce que vous avez un peu en bas de l'écran. Et là, ce que vous devez faire, c'est appuyer sur lancer Rosetta Stone Language Lessons version 3. Donc, si vous avez un appareil mobile et que vous n'avez pas déjà téléchargé l'application, là, ça va vous arrêter. Donc, il va falloir télécharger l'application avant. Et il va vraiment falloir passer à travers ce processus-là à chaque fois, parce que c'est comme ça, encore une fois, que Rosetta Stone va vous identifier comme utilisateur gratuit. Donc, ce que vous avez à l'écran en ce moment, donc en haut à gauche, c'est ce à quoi Rosetta Stone a l'air pour des ordinateurs de bureau ou des ordinateurs en fait en général. Et en bas à droite, ce que vous avez, c'est pour les captures d'écran pour les appareils mobiles. Donc, l'interface va quand même être assez différente. Mais pour la majorité des fonctionnalités, ça va être les mêmes. C'est-à-dire que ça va vous demander de progresser tranquillement dans des leçons qui sont de plus en plus difficiles, essentiellement. Donc, ça va vous demander au début, par exemple, d'identifier certains mots, de répéter certaines phrases, des choses comme ça. Et là, ça va devenir progressivement plus difficile. Il y a quelques petites restrictions. C'est-à-dire qu'il y a une option qui n'est pas disponible sur la version mobile. Ça, c'est l'option écrire. Donc, une des leçons dans Rosetta Stone, c'est que ça permet à l'usager de pratiquer l'écriture de mots dans différentes langues. Et ça, c'est pas disponible sur les appareils mobiles. C'est vraiment juste sur un ordinateur de bureau qu'on peut utiliser cette fonction-là. Et l'autre chose, ça, c'est vraiment un problème récurrent avec les usagers. Donc, si vous utilisez un ordinateur de bureau, il va falloir aussi avoir un casque d'écoute que vous pourrez brancher à l'ordinateur. Sinon, vous ne pourrez pas utiliser Rosetta Stone. Il y a certaines fonctionnalités qui demandent un micro. Et quand c'est des appareils mobiles ou des ordinateurs portatifs, le micro habituellement est intégré, donc c'est pas vraiment un problème. Donc, si un usager vous contacte et vous dit que ça fonctionne pas, que ça demande un micro, c'est vraiment ça qui se passe probablement. C'est un des problèmes les plus fréquents, je dirais, pour Rosetta Stone. Donc, et ça, c'est tout pour un survol rapide pour Rosetta Stone. On va passer à Career Cruising, qui est une base de données vraiment très différente. Donc, Career Cruising, c'est un système d'exploration de carrière et de développement de portfolio en ligne. Ce qui est intéressant, c'est que le contenu de Career Cruising est vraiment spécifique au Canada, puis ça va comprendre des profils détaillés pour vraiment un très grand nombre de carrières ou d'emplois. Donc, vous pouvez créer une liste de vos compétences et puis ça, les faire concorder avec des carrières possibles. Donc, ça va vous permettre de voir quelles sont vos compétences et avec quelle carrière ça ferait du sens, avec quel type d'emploi. Vous pouvez aussi chercher de l'information sur les carrières et chercher des établissements d'enseignement qui offrent les cours, qui offrent les programmes, donc les universités, les collèges canadiens. Vous pouvez aussi chercher un emploi et préparer un curriculum vitae, puis ça, on va voir un peu comment ça fonctionne dans la base de données. Donc, quand vous allez accéder à Career Cruising, vous allez voir l'écran qui est à la gauche, qui va vous demander encore une fois votre nom d'utilisateur, votre mot de passe. Donc, vous devrez créer un compte, un peu comme avec Rosetta Stone, dans Career Cruising pour pouvoir continuer. Si vous n'avez pas de compte, vous allez vouloir appuyer sur « Créer mon plan », qui est juste un petit peu à la droite là, des champs noms d'utilisateurs et mots de passe. Et là, vous devrez donner un peu d'informations, votre nom, votre prénom, niveau de formation, des choses comme ça. Donc, vous allez voir que Career Cruising va quand même vous demander beaucoup d'informations. Et ça, c'est parce que Career Cruising essaie de trouver des solutions qui sont spécifiques à votre situation. Donc, il va falloir en fait entrer un peu, là, on ne peut pas vraiment passer à côté. Donc, quand vous accédez finalement à Career Cruising, vous allez voir le menu que vous avez à la gauche. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Et là, vous allez avoir 5 options. La première, explorer mes intérêts, est quand même très intéressante parce que ça va vous demander de faire des évaluations. Et après ça, c'est comme ça que Rosetta Stone, Career Cruising va vous donner un peu de rétroaction. Donc, vous pourrez faire l'évaluation qui s'appelle Matchmaker et mes compétences. Et ça va vous demander de série de questions à l'aide d'une échelle variable qui va aller de n'aime pas du tout, après ça à n'est pas important, après ça à aime beaucoup.
Et le résultat final, ça va être d'afficher une liste d'emplois qui correspondent à vos préférences. Donc, une liste de carrière qui pourrait être intéressante pour vous. Puis là, vous pourrez après ça sélectionner les titres des emplois pour avoir plus d'informations sur chaque profession, par exemple. Les usagers devront répondre à un minimum de 39 questions s'ils choisissent de faire l'évaluation. Mais la base de données recommande qu'on réponde à au moins 100 des 116 questions pour vraiment personnaliser les résultats, pour avoir une évaluation plus précise. La deuxième évaluation, qui est l'inventaire des styles d'apprentissage, va vous donner, va un peu vous expliquer si vous êtes quelqu'un qui apprend plus de façon visuelle, de façon tactile ou de façon auditive. Donc, la deuxième option que vous avez, c'est en savoir plus long sur les carrières. Et là, c'est vraiment comme un moteur de recherche, c'est-à-dire que vous pouvez rechercher des titres d'emploi spécifiques, des titres de profession, et avoir d'informations sur les descriptions de tâches, sur l'échelle salariale, le niveau de formation nécessaire, des choses comme ça. Donc, ça peut être très utile pour des usagers qui ne savent pas exactement encore ce qu'ils veulent faire. Et c'est un moteur qui est quand même vraiment intéressant. Et ce qui est aussi bien, c'est qu'il y a des entrevues avec des gens qui sont dans le domaine, qui sont inclus aussi dans la base de données, fait que ça vous donne un peu d'informations directement des gens qui ont de l'expérience professionnelle. Pour la prochaine section, c'est explorer les possibilités de formation scolaire. Et ça va vous permettre en fait de rechercher par mots-clés soit des programmes universitaires collégiales qui pourraient vous intéresser, ou soit faire des recherches carrément sur les collèges et les universités comme telles. Donc, ça vous permet d'avoir toute l'information sur les options postsecondaires au Canada, au même endroit, ce qui est vraiment pratique. Donc, l'autre option, c'est trouver des emplois. Et ça vous permet d'accéder à un moteur de recherche pour directement chercher de l'emploi. Ça le fait à travers du site web indeed.com. Donc, vous pourrez faire votre recherche vraiment à la base de données. Et ça va aussi, cette section-là, vous donner d'autres options comme des descriptions, par exemple, des habiletés d'entrevue. Donc, il va y avoir des petits guides de l'emploi qui vont vous permettre d'apprendre un peu plus des aptitudes qui pourraient vous aider dans votre recherche, dans le processus d'obtention de l'emploi. Et finalement, vous pouvez aussi voir la section Montrer mon CV, ou Monter mon CV, pardon, qui va vous permettre de bâtir un CV directement à l'intérieur de la base de données. Donc, toutes les grandes sections qui doivent être dans un CV sont là, et vous pouvez carrément juste entrer l'information dans les sections appropriées. Donc, c'est un bon guide pour les usagers qui peut-être n'ont jamais créé un avant. Ça peut leur permettre de vraiment, en fait, un endroit où commencer. Et ça va vous donner certains choix sur la police, sur le caractère, donc le style aussi. Et il va y avoir diverses options de gabarit à télécharger. Donc, c'est un bon endroit où commencer. Donc, Career Cruising, pour résumer, donc, est vraiment utile pour les utilisateurs qui cherchent de l'emploi ou qui veulent en apprendre davantage tout simplement au sujet de carrière potentielle. Donc, ça va leur permettre vraiment de créer un inventaire de leurs compétences, de trouver des établissements d'enseignement et de bâtir leur curriculum vitae. Une petite remarque avant de passer à la prochaine base de données, que sur le site web de Emploi NB, il y a une page au sujet maintenant de la disponibilité de Career Cruising en bibliothèque. Donc, c'est possible que vous allez avoir des utilisateurs qui vont venir nous voir parce qu'ils ont un peu été référés par la page web de Emploi NB. La prochaine base de données, qui est le Gale Business Plans Handbook, qui est quand même très différent de ce qu'on vient de voir. Donc, Gale Business Plans Handbook donne accès à essentiellement des exemples de plans d'affaires qui pourraient être utiles pour n'importe qui veut lancer une entreprise. Donc, le plan d'affaires pour un entrepreneur est une étape vraiment importante parce que c'est un document qu'ils vont devoir utiliser lorsqu'ils vont voir des gens pour obtenir du financement, par exemple. Donc, c'est vraiment un document de base pour quiconque veut lancer une entreprise. Et donc, la base de données va leur permettre de trouver des guides, de trouver des exemples qui sont spécifiques à l'industrie dans laquelle ils veulent œuvrer. Donc, l'interface est disponible en français, mais le contenu est uniquement en anglais, malheureusement.
Donc, ça ressemble quand même plus à une base de données traditionnelle que les deux autres qu'on vient de voir. Vous allez avoir un champ de recherche en haut qui est quand même assez simple, qui va vous permettre aussi de chercher. Donc, ici, c'est l'endroit où vous allez entrer, par exemple, le type d'entreprise que vous voulez lancer. Si vous voulez lancer un restaurant, si vous voulez lancer quoi que ce soit, c'est là que vous allez l'indiquer. Donc, les résultats vont avoir de l'air à ce que vous avez maintenant à l'écran. Donc, ici, on cherche pour des restaurants ou des microbrasseries. Donc, ça va vous donner tous les plans d'affaires qui existent dans la base de données pour différentes entreprises qui sont liées à ce que vous avez recherché. Lorsque vous allez choisir une des options, vous allez voir essentiellement l'entièreté du plan d'affaires. Et là, vous allez avoir toutes sortes de possibilités dans la façon à laquelle vous allez lire le contenu ou accéder au contenu, c'est-à-dire que vous pouvez le lire directement en ligne. Vous pourrez aussi l'écouter, donc il y a une fonction audio, et vous l'envoyez par courriel, l'enregistrer sur une clé USB, etc. Et vous pouvez aussi l'enregistrer en format MP3, donc pour l'écouter plus tard. Donc c'est une fonctionnalité quand même intéressante du point de vue de l'accessibilité. Ou vous pouvez carrément en imprimer une copie. Donc, c'est une ressource qui est vraiment, vraiment intéressante pour les types d'entreprises parce que ça peut coûter assez cher de se faire former pour écrire des plans d'affaires. Donc, et là, c'est quelque chose qu'ils peuvent utiliser gratuitement à la maison. Et ça pourrait aussi vous aider pour les bibliothèques pour organiser des activités autour de la communauté des affaires, donc d'offrir des formations justement aux usagers qui pourraient s'intéresser à ce ensemble d'affaires. La prochaine base de données, c'est Connexion Subvention, qui est une base de données bilingue et qui contient des informations détaillées vraiment sur des organismes qui offrent des subventions. Et ça, c'est la base de données dont je vous parlais au début, qui est un peu différente, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment y accéder à partir de la maison, à partir de notre site web. Ici, il faut vraiment les consulter dans un des 5 centres de ressources ou envoyer la question à un des 5 centres de ressources pour qu'ils fassent la recherche pour vous. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que Connexion Subvention a l'information sur plus de 2200 fondations subventionnaires. Et c'est une base de données qui est tenue quand même vraiment à jour. Donc, une fois par année, Connexion Subvention appelle ou contacte chacune des fondations pour s'assurer que les informations sont encore à jour, sont encore valables. Et c'est ça. Donc, c'est vraiment une ressource qui est très intéressante pour ça et quand même assez unique. Si un usager navigue à partir du site web pour se rendre vers la base de données, vous allez quand même la trouver là, dans la liste de nos bases de données. Et quand on va appuyer sur l'hyperlien, ce que vous allez voir, c'est à peu près l'image qu'il y a à l'écran maintenant. C'est-à-dire une explication qui est seulement accessible dans les 5 centres de ressources, mais aussi ça va donner à l'usager l'option ou en fait aux employés de soumettre leurs questions en ligne, puis ça va être acheminé après ça au centre de ressources qui pourront faire la recherche pour la personne. Donc c'est quand même accessible pour tout le monde, mais c'est juste que la façon d'y accéder va être un peu différente. Pour vous donner une idée de quoi ça a l'air, donc ça c'est la page principale de Connexion Subvention et le moteur de recherche se trouve dans Recherche de bailleurs de fonds. Et ça, on va examiner ça tout de suite. Et on va voir après une autre section qui s'appelle Aide aux utilisateurs, donc juste pour vous montrer que ça se trouve tout à partir de la page principale. Donc, dans Recherche de bailleurs de fonds, vous allez pouvoir faire une recherche par champ d'activité ou par population desservie. Donc, il va y avoir un menu qui va vous permettre de spécifier vraiment le type de subvention que vous cherchez. Donc, si je cherchais, par exemple, un programme de subvention pour l'enseignement des STIAM dans les bibliothèques publiques, par exemple, je pourrais aller sous l'onglet Éducation et là, j'aurai des options comme Enseignement STIM ou Bibliothèque. Donc, ça fonctionne un peu comme ça pour préciser le type de subvention que vous cherchez. Vous pouvez aussi faire une recherche un peu plus traditionnelle, si on veut, avec des menus ou avec des champs de recherche. Et ça va vous permettre de spécifier le lieu de l'organisation ou d'initiative. Donc, il y a beaucoup de subventions qui ont des limites géographiques, donc ils vont faire des subventions, par exemple, seulement au Nouveau-Brunswick ou seulement dans telle ou telle région. Donc, vous pouvez faire la recherche de cette façon-là. Vous pouvez aussi spécifier le type de soutien ou le type d'organisation qui va offrir le financement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un peu en bas à droite de l'écran, vous allez voir afficher les résultats.
Donc, le nombre de résultats que vous allez obtenir va être reflété donc sur ce bouton-là. Donc, vous pouvez voir avant même de lancer la recherche si vous avez trop restreint la recherche ou si la recherche est encore trop large. Donc, les résultats que vous allez obtenir avec subvention connexion, ou connexion subvention, pardon, vont avoir quand même beaucoup d'informations, incluant d'informations détaillées. Donc, qu'est-ce qui est financé et qu'est-ce qui n'est pas financé par la Fondation? C'est quoi leur mission, en d'autres mots? Vous allez aussi voir un historique de financement et de dons. Donc, c'est qui les récipiendaires, en fait, traditionnellement de leurs dons. Donc, et là, vous pouvez comparer est-ce que l'organisme que vous avez, en fait, ressemble aux organismes qui ont reçu de l'argent auparavant. Vous allez aussi voir les personnes contacts, les coordonnées. Et donc, ces pages-là vont avoir une fonction d'expansion et de réduction. Donc, vous n'allez pas tout voir l'information en bloc, vous pourrez la diviser pour que ce soit plus lisible. Donc, l'autre section qui est l'aide aux utilisateurs, ou aide à l'utilisateur, va vous donner certaines options, donc une fois aux questions. Et la partie que je trouve vraiment la plus importante, c'est un cours sur la rédaction d'une proposition. Donc, c'est quand même un art en soi d'écrire des propositions de subvention. Donc, si vous avez des usagers qui veulent un peu apprendre comment faire, vous pouvez les diriger vers le centre de ressources pour utiliser cette ressource-là. La prochaine base de données, c'est 19th Century Collections Online, qui va fournir des documents de sources primaires sur le 19e siècle. Donc, c'est particulièrement intéressant pour les gens qui s'intéressent à l'histoire. L'interface est en anglais, mais le type de document varie énormément à l'intérieur de la base de données. Donc, vous pouvez faire une recherche carrément par archive, et ça, c'est certaines des archives qui sont disponibles pour la bibliothèque. Donc, la base de données met vraiment l'accent sur les collections originales, et ça fait en sorte que le type d'information est vraiment éclectique. Donc, vous allez avoir toutes sortes de différentes collections, que ce soit la littérature pour les enfants, le théâtre britannique, les sciences et technologies, etc. Donc, ça va sauter d'un sujet à l'autre énormément. Vous avez aussi l'option de faire des recherches plus traditionnelles. Donc, vous avez une fonction de recherche de base qui a vraiment l'air d'un champ de recherche normal, qui va vous permettre de faire une recherche par mots-clés et qui va vous trouver des résultats. Et vous avez aussi l'option de faire des recherches avancées. Et là, ça va vous permettre de faire soit trouver des variations des termes que vous avez utilisés, soit de limiter la recherche par date de publication, par archive, par type de contenu, comme si vous préférez un monographe ou un manuscrit, etc. Lorsque vous allez trouver des résultats, finalement, ça va avoir l'air à ce qui est à l'écran en ce moment. Là, ici, c'est une recherche pour une pièce de Shakespeare, Much Ado About Nothing. Et là, ce que vous allez voir directement en haut à gauche, c'est que vous pouvez diviser les résultats par différents types de documents, donc des monographies, des manuscrits, des journaux, des périodiques, des photographies, etc. Pour chacun des résultats, vous allez aussi avoir des options. Une des options, c'est Keywords in Context, qui va, donc le mot-clé dans le contexte, qui va vous indiquer où dans le document les termes de recherche que vous avez utilisés se trouvent, ce qui va vous permettre de habituellement pouvoir voir si ce document est vraiment intéressant pour vous, donc si c'est vraiment pertinent. Vous pouvez aussi trouver la citation complète qui va vous donner la page couverture ou la première page du document ainsi la citation. Ou vous pouvez trouver de l'information à propos de la collection qui va vous donner des informations au sujet de la collection des documents provenant, ce qui peut peut-être vous permettre de trouver des documents similaires, etc. Donc, pour les pages de recherche, en haut à gauche, ou du côté gauche de la page, vous pourrez trouver d'autres délimiteurs. Donc, les mêmes qu'on a vus tantôt au sujet du type de contenu pour les monographies, etc. Mais vous avez aussi l'option de regarder des groupes de termes, donc ce qu'ils appellent term clusters, c'est ça, on va y revenir tout de suite, ou de regarder la fréquence des termes, donc term frequency. Mais vous pouvez aussi faire une recherche à l'intérieur des résultats que vous avez déjà obtenus pour préciser la recherche. Et vous pouvez aussi limiter par le type d'archive, encore une fois, donc que vous voyez à la droite. Donc, les term clusters, donc c'est une fonction dans la base de données
qui va vous permettre de chercher d'autres termes que vous pourriez utiliser pour décrire ce que vous cherchez. Donc, en fait, d'autres termes de recherche qui ont un lien avec ceux que vous avez déjà utilisés, donc ils vont vous permettre de peut-être préciser votre recherche ou d'élargir selon le cas. Donc, c'est une fonction qui est quand même assez intéressante. Et l'autre, la fréquence des termes, c'est une fonction qui va vous permettre de voir combien de fois votre terme de recherche apparaît dans ce que contient la base de données. Donc, ça va vous permettre de voir combien de fois un terme de recherche apparaît, par exemple, dans telle année et dans tel nombre de documents. Donc, vous pourrez voir si un tel sujet, par exemple, était beaucoup plus populaire en telle ou telle année, ou si c'est pas vraiment pertinent de le regarder en telle ou telle année. Ce qui peut être un outil quand même assez intéressant pour la recherche historique, etc. Donc, ça nous amène à la fin de la présentation. Il est, je crois, assez proche de... Donc oui, il est à peu près 9h30, donc je vais vous laisser aller. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me contacter. Rappelez-vous qu'il va y avoir, encore une fois, des exercices de formation qui va suivre les bases de données qu'on a vues là. On vous demande de les compléter avant la fin juin. Et je vais vous envoyer les liens vers les documents probablement cet après-midi. Donc, merci beaucoup. Bonne journée.